Imaginons la scène. On décide d'apprendre la musique, d'accord? On s'assoit devant une partition parfaite. Ouais, la belle théorie. Exactement. Chaque note est claire, noir sur blanc, c'est propre, super bien articulé. On maîtrise le tempo, on a étudié le solfège à fond, on connaît tout sur le bout des doigts. Le cadre idéal, quoi. Voilà. Et puis un soir, fort de toute cette belle confiance, on pousse la porte d'un vrai club de jazz pour jouer avec des professionnels. Et là, sur scène, bam, la réalité frappe de plein fouet. Ah oui, c'est le choc. C'est ça. Les musiciens improvisent, ils fusionnent les notes, ils accélèrent le rythme complètement à contretemps, ils s'échangent juste des regards complices au lieu de lire des partitions. C'est le chaos. Un chaos magnifique, certes. Magnifique, oui, mais un chaos total. Et soudain, toute cette belle théorie musicale semble complètement insuffisante, voire même inutile pour comprendre ce qui se passe en direct. C'est une métaphore redoutablement précise. Parce que cette transition brutale, ce vertige entre le confort de la partition et la sueur du club de jazz, c'est exactement l'expérience universelle de toute personne qui apprend une langue étrangère. C'est le fameux mur. Tout à fait. On passe de la perfection vraiment stérile d'un environnement académique à la réalité rugueuse et complètement imprévisible du terrain. Et c'est justement l'objectif de notre plongée d'aujourd'hui. On va explorer un ensemble de sources vraiment fascinantes, un genre de guide de survie pour les apprenants de niveau intermédiaire à avancer, le fameux niveau B2. Le cap critique. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre l'anatomie de ce gouffre immense, ce qui sépare le français scolaire, ce français très propre, très clinique, des manuels, du français naturel, organique, celui de la rue et des terrasses de café. Et c'est un sacré programme. Bon, décortiquons tout ça. Pourquoi cette différence est-elle si marquée? Comment ça se fait qu'une personne capable de conjuguer du subjonctif plus que parfait sur une feuille de papier se retrouve complètement paralysée face à un boulanger parisien un peu pressé? La réponse se trouve dans la fonction même du langage, en fait. Les manuels scolaires ont un but purement pédagogique. Pour enseigner une langue, il faut la disséquer. Ouais, c'est logique. Ils ralentissent artificiellement le débit, ils surarticulent chaque syllabe, ils suppriment les bruits de fond, tu vois? Tout ça pour que le cerveau de l'apprenant puisse analyser la structure mécanique de la phrase. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Ah bah non. Dans la vraie vie, l'objectif d'un locuteur natif, c'est absolument pas de faire de la pédagogie. Son objectif, c'est de transmettre une information, une urgence ou une émotion le plus rapidement possible. C'est la vitesse avant tout. Exactement. L'efficacité et la vitesse priment totalement sur l'esthétique formelle de la phrase. Ce qui nous amène directement à la mécanique, à la physique même, de ce français de la rue. Les sources qu'on analyse expliquent très concrètement ce qui modifie le son au quotidien. Et la première victime de cette recherche d'efficacité, c'est la syllabe. La pauvre syllabe, oui. Il y a un exemple dans nos notes qui illustre parfaitement cette fusion. Un manuel va vous apprendre à dire très distinctement « je ne sais pas ». Cette syllabe, bien imposée. Voilà, chaque mot a son espace. Mais dans la rue, la bouche cherche le chemin le plus court. Le ne disparaît, le je fusionne avec le c'est, et pam, ça devient un expéditif « je sais pas ». Je sais pas. 2 syllabes au lieu de 7. Ou alors l'incontournable « il y a », qui fond littéralement pour devenir un simple son un peu guttural, juste « il y a ». Il faut bien comprendre le mécanisme linguistique derrière ça. C'est pas de la paresse, hein. C'est ce qu'on appelle l'économie de langage. Et c'est dicté par l'accentuation naturelle du français. C'est-à-dire ? Contrairement à l'anglais qui rebondit sur plein de syllabes différentes, le français a tendance à accentuer uniquement la toute fin des groupes de mots. Du coup, tout ce qui se trouve au milieu est compressé. Ah, donc on écrase le centre de la phrase. C'est ça. Le cerveau du locuteur natif sacrifie instinctivement les voyelles non accentuées, en particulier le fameux E muet, tout simplement parce qu'elles ne sont pas strictement nécessaires à la survie du message. Donc le son se transforme, l'architecture de la phrase s'effondre un peu, mais le vocabulaire aussi subit une mutation radicale. Ah oui, complètement. Le registre standard, celui qui permet d'écrire de beaux emails professionnels bien propres, il laisse la place à un vocabulaire familier et souvent un argot qui s'est complètement normalisé au fil du temps. Oui, l'argot du quotidien. Par exemple, le mot travail s'efface devant boulot, on va plus manger, on va bouffer. On conduit plus une voiture, on prend sa bagnole. Uniquement au son et au vocabulaire, ce serait déjà un défi de taille. Mais ce qui rend le français parler si complexe, c'est la dimension culturelle et surtout le poids colossal de l'implicite. Ce qui n'est pas dit compte presque plus. Exactement. Ce qui n'est pas prononcé compte souvent beaucoup plus que les mots eux-mêmes.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la mélodie de la phrase, la simple intonation, peut inverser un sens à 180 degrés. Ouais, les sources donnent un exemple redoutable avec l'expression « c'est intéressant ». Ah oui, c'est un grand classique. Imaginez la scène. Si l'intonation est ascendante, chantante, avec un regard impliqué, genre « Ah, c'est intéressant », là, ça exprime une véritable curiosité. D'accord. Mais si le ton devient plat, traînant, presque monocorde, genre ouais, c'est intéressant, avec un léger regard fuyant là. C'est un code social, une forme de rejet poli. Aïe. C'est la manière diplomatique française de dire « Votre idée ne me convainc absolument pas, passons à autre chose sans créer de conflit ». Pour quelqu'un qui n'a pas les codes implicites, qui traduit juste les mots littéralement, c'est un piège absolu. Attends, je me mets à la place de l'apprenant une seconde. Si on résume la situation, Vas-y. les syllabes disparaissent au milieu des phrases, les mots du dictionnaire sont remplacés par de l'argot, et en plus, la personne en face de moi peut dire que mon idée est géniale, alors que son ton indique qu'elle la déteste. C'est à peu près ça, oui. Mais comment le cerveau humain, qui est déjà en train de faire de la traduction simultanée, arrive-t-il à gérer cette montagne d'inconnus sans disjoncter? Eh bien, pour être tout à fait honnête, il disjoncte. Ah, au moins c'est clair. C'est la réalité biologique, quoi. Le cerveau s'épuise. Et cela explique parfaitement le phénomène du fameux mur que rencontrent presque tous les apprenants lorsqu'ils atteignent le niveau B2. Le niveau B2, mais c'est censé être le saint graal de l'indépendance linguistique, non? Sur le papier, oui. C'est le stade où on est censé pouvoir débattre de la protection de l'environnement ou de la politique économique. On a tout le vocabulaire abstrait nécessaire. Mais en pratique, d'après nos sources, c'est là que la vraie crise commence. Parce qu'à ce niveau, on quitte l'environnement stérile et protégé des conversations simples. On part affronter la haute mer de l'interaction réelle. Et le premier obstacle majeur sur cette mer, c'est la vitesse variable. Ouais, les gens parlent pas tous à la même vitesse. Ah, le locuteur natif ne parle pas comme un métronome. L'émotion dicte le rythme. Quelqu'un va accélérer subitement parce qu'il est passionné par le sujet, puis s'arrêter net, chercher ses mots et combler les silences avec ce qu'on appelle des mots de remplissage. Ah, parlons-en de ces mots Moctetti. Les fameux bon, alors, et le roi incontesté, du coup. Le fameux « du coup ». J'ai vu des gens essayer de traduire du coup littéralement dans leur tête en se disant du tout of the blow ou del golpe. Ça n'a aucun sens. Aucun sens, non. Et pendant que le cerveau de l'apprenant bug complètement sur ce petit mot inutile, la personne en face a déjà prononcé 2 autres phrases. C'est tout le problème. Ces mots, que les linguistes nomment des fatiques, agissent en fait comme des tampons cognitifs. Des tampons cognitifs? Oui. Dans une conversation, le cerveau de la personne qui parle a parfois besoin d'une milliseconde de plus pour formuler la suite de sa pensée. Au lieu de laisser un silence gênant, elle dit « du coup » ou C'est pour garder la parole en fait. C'est l'équivalent du sablier qui tourne sur un écran d'ordinateur, tu vois. Ça indique simplement « je suis toujours là, je réfléchis, ne prenez pas la parole ». C'est super intéressant. Mais pour un non-natif, c'est perçu comme un signal porteur de sens. Le cerveau essaie de le décoder, échoue et crée un embouteillage mental. Et ajouter à cet embouteillage les changements brusques de registre. J'adore cette observation dans nos documents. Laquelle? Ah, un collègue peut commencer une phrase dans une réunion de manière ultra professionnelle, du genre « Cependant, il convient de noter que les délais, et la terminer en argot pur, vont être hyper galères à tenir. » Ah oui, c'est très français ça. Et on ne parle même pas encore de la géographie. Oh mon Dieu, les accents. La francophonie est vaste. Les voyelles ne résonnent pas du tout de la même manière selon qu'on se trouve à Paris, à Marseille, à Lyon, à Dakar ou à Montréal. Un accent du Sud va rajouter des syllabes là où un Parisien les coupe. Avec les fameux « e » prononcés à la fin des mots. Voilà. Et un accent québécois va transformer l'ouverture même des voyelles. Donc, si je compile tout ça, décodage syntactique, adaptation à l'accent, tri des mots inutiles, traduction des mots d'argot. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que l'effort demandé n'est plus seulement intellectuel. Nos sources parlent d'un phénomène très physique en fait, la fatigue auditive. C'est un point crucial de notre analyse. Traiter une langue naturelle, bruyante et imprévisible, ça exige une puissance de calcul phénoménale de la part du cortex préfrontal. Ça pompe de l'énergie. Le cerveau consomme littéralement plus de glucose. Les recherches montrent qu'après 20, parfois 30 minutes d'écoute intense d'une langue étrangère à vitesse naturelle, on observe un effondrement de la concentration. Le cerveau lâche. L'auditeur n'arrive plus à séparer les mots, tout devient une bouillie sonore. Mais c'est terrible pour l'ego, ça. Quand cette fatigue frappe, la réaction immédiate d'un apprenant, c'est la culpabilité. On se fige, on se dit « je suis nul,
je ne progresse pas, ça fait des mois que j'apprends, et là je comprends plus rien. C'est une réaction très courante. Mais est-ce que cette fatigue est vraiment le signe d'un échec cognitif ou d'un mauvais niveau? Absolument pas. C'est une étape neurologique totalement normale et, j'insiste, inévitable. Inévitable, carrément. Pensez-y comme à une séance de sport intense. Si vos muscles brûlent après avoir soulevé un poids inédit, vous ne dites pas que votre corps est défaillant. Enfin, vous vous dites que vous êtes en train de créer de la fibre musculaire. Ouais, no pain, no gain, comme on dit. C'est pareil ici. Cet épuisement, c'est la preuve neurologique que de nouvelles synapses, de nouvelles connexions de reconnaissance vocale sont en train de se forger. D'accord, donc la solution n'est certainement pas de s'entêter à écouter plus fort jusqu'à la migraine. Surtout pas. Face à cette avalanche de données non structurées, la méthode proposée par nos sources est radicale. Il faut écouter différemment. Il faut abandonner l'illusion de contrôle et apprendre à décoder la matrice. Décoder la matrice, c'est le terme adéquat, ouais. Il faut vraiment changer de paradigme. La règle d'or, qui contredit d'ailleurs de front tout ce qu'on exige dans une salle de classe classique, c'est de ne plus jamais chercher à comprendre 100% des mots prononcés. C'est contre-intuitif. Oui, mais l'objectif, le seul qui vaille en temps réel, c'est d'attraper 100% du sens global. Le document illustre ça de manière géniale, avec un exercice de simulation. On imagine une conversation banale entre amis. Ok, On capte au vol des mots comme boulot, boîte, resto, kids. Et l'exercice demande d'appliquer ce qu'ils appellent la stratégie du filtrage. très efficace. Prenons cette phrase, qui est un cauchemar typique de la langue parlée. Écoute bien. Du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être se voir demain. Ah oui, c'est un bon test. Le réflexe d'un apprenant un peu angoissé serait de s'accrocher au tout premier mot, du coup de bloquer dessus, et de rater le reste de la phrase. De rester coincé sur le sablier. Exactement. La stratégie du filtrage demande au cerveau d'agir comme un tamis ou une passoire. Le tamis laisse passer le bruit, et même les modalisateurs comme peut-être, qui n'altèrent pas vraiment l'action principale. D'accord, et on garde quoi? Que reste-t-il au fond du tamis? Les piliers de la phrase, généralement les verbes et les noms. Ici, on garde disait, voir et demain. Et ça suffit. Avec disait, voir, demain, notre cerveau a résolu l'équation. C'est une proposition pour se rencontrer le lendemain. Tout simplement. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. En filtrant avec une telle brutalité, en ignorant sciemment des mots, est-ce qu'on ne prend pas le risque immense de rater un ne pas, une négation subtile ou une condition qui changerait complètement l'issue de la discussion? C'est terrifiant de lâcher prise à ce point. Cela soulève une question importante sur la manière dont notre cerveau traite l'information. Oui, la nuance compte, évidemment, mais dans une conversation vivante, nous ne sommes jamais dans le vide absolu, tu vois. C'est-à-dire? Nous baignons dans un filet de sécurité extraordinairement robuste. Le contexte. Notre cerveau fait ce qu'on appelle du codage prédictif. Le lieu, la personne en face, l'heure de la journée, tout cela réduit drastiquement les probabilités statistiques de ce qui va être dit. Tu peux me donner un exemple? Bien sûr. Si vous êtes dans une salle de réunion un peu austère, un lundi matin, avec votre supérieur hiérarchique, avec un ordre du jour projeté au mur, votre cerveau sait déjà que le champ lexical va tourner autour des livrables, des budgets et des délais. Ouais, on va pas parler de la soirée d'hier. Voilà. Si un mot vous échappe, le contexte limite les options possibles pour combler le vide. À l'inverse, si vous êtes accoudé au comptoir d'un bar un samedi soir avec des amis, les probabilités lexicales changent du tout au tout. L'ambiance fait le vocabulaire. C'est le contexte qui valide les hypothèses du cerveau et permet de combler ces fameux trous lexicaux avec une marge d'erreur étonnamment faible. D'accord, intellectuellement, comprendre qu'il faut filtrer et s'appuyer sur le contexte, c'est super libérateur. On respire un peu mieux. C'est fait pour. Mais sur le terrain, comment on forge ce nouveau réflexe? Empêcher son cerveau, qui est conditionné par des années d'école, de s'agripper à chaque syllabe inconnue comme un naufrage à sa bouée, ça demande un entraînement quasi martial. C'est vrai que c'est pas inné. Et c'est là que la documentation devient vraiment pratique. Elle déploie un plan de bataille sur 30 jours pour, je cite, « changer d'oreille ». Ce qui est très pertinent dans ce programme, c'est son approche physiologique. Il applique exactement le même principe que la surcharge progressive en musculation. On soulève de plus en plus lourd? C'est ça. L'erreur classique quand on apprend, c'est de se lancer dans un film d'auteur complexe de 2 heures dès le premier jour, de rien comprendre et d'abandonner par frustration. Ce plan impose une progression mesurée. Regardons ça en détail. Semaine 1. C'est l'échauffement articulaire. 15 petites minutes par jour d'immersion légère, 100% passive. Très doux. Pas de carnet, pas de stylo,
On laisse juste la mélodie du français, les intonations, les rythmes imprégner le cerveau. Ensuite, semaine 2. On passe à 20 minutes, mais en immersion active. Là, on sort de sa torpeur. Voilà. On se crée un carnet de vocabulaire personnel, non pas pour copier bêtement le dictionnaire, mais pour noter ces fameuses expressions récurrentes qui nous échappent. Et c'est à la semaine 3 que ça devient vraiment physique. 25 minutes d'une technique redoutable appelée le shadowing. Ça, j'adore. Le shadowing, ou la technique de l'ombrage, c'est un exercice de synchronisation neuromoteur incroyable. Le principe n'est pas simplement d'écouter un audio et de le répéter dans sa tête. Faut parler. Il s'agit d'écouter un court extrait de Quelque Solonde par un locuteur natif et de le répéter à voix haute de manière quasi simultanée. Mais attention, l'objectif n'est pas de lire le texte, c'est de mimer le locuteur, Comme un perroquet. plutôt comme un acteur. Copier son débit exact, calquer l'intonation, reproduire précisément là où il fait des liaisons et là où il avale des lettres. Mais c'est fou quand on y pense, c'est exactement le travail d'un acteur qui prépare un rôle. Au lieu de lire sagement, je ne sais pas, on se force à imiter l'acteur qui hausse les épaules et lâche un « je sais pas, c'est pas grave ». Exactement. Ça désacralise la langue. On arrête de la traiter comme un objet d'étude fragile pour la traiter comme un outil de jeu, un truc vivant. C'est précisément l'effet recherché. Connecter l'appareil auditif à l'appareil phonatoire. Et ensuite, on arrive à la semaine 4. L'épreuve du feu. 30 minutes d'immersion totale sans aucun filet de sécurité. 0 sous-titres. Et à la fin de la session, l'apprenant doit être capable de résumer oralement ce qu'il a compris avec ses propres mots en acceptant les zones d'ombre. C'est intense, mais ça marche. Évidemment, pour tenir ce rythme, la source des audios est cruciale. Nos documents regorgent de recommandations pour alimenter ces 30 jours, mais il y a quelques pépites qui se détachent. Notamment pour le début. Oui, pour ceux qui veulent une transition en douceur, le podcast Inner French est très souvent cité. Et à côté, il y a French Voices ou Transcript France et même les journaux en français facile de RFI. C'est le pont parfait. C'est du vrai français, des vrais sujets, mais avec un débit légèrement adouci pour ne pas exploser en vol. C'est un excellent point de départ. Mais pour la phase finale de l'entraînement, pour le vrai français de la rue, il faut se confronter à la complexité brute. On passe aux choses sérieuses. Les sources recommandent de se tourner vers YouTube, avec des créateurs comme Cyprien, Norman ou Hugo Décrypte pour l'actualité rapide. Et surtout, vers la fiction contemporaine, qui simule à merveille le fameux club de jazz dont nous parlions au début. Oui, et c'est là que des séries entrent en jeu, comme Lupin, Le Bureau des légendes ou Engrenage. Engrenage, c'est parfait pour ça. Ah, c'est des outils pédagogiques incroyables. Pour notre auditoire qui ne connaît pas, Engrenage, c'est une série policière parisienne extrêmement sombre. Très réaliste. Et la raison pour laquelle nos sources la recommandent, ce n'est pas pour l'intrigue. C'est parce que les dialogues sont un condensé brutal de vitesse, d'argot policier, de stress et de mots complètement avalés. C'est vraiment la haute intensité du français urbain. C'est le niveau expert. Et dans un autre registre, une série comme 10%, tu sais, la série qui suit une agence de talent à Paris, eh bien, c'est le terrain d'entraînement parfait pour comprendre l'implicite et le chevauchement. Ah oui, ils se parlent tous dessus dans cette série. Dans ces épisodes, les personnages évoluent dans un milieu professionnel très cynique. Ils se coupent la parole en permanence, ils parlent super vite, ils utilisent l'ironie à chaque phrase, et ils mélangent le jargon du cinéma avec des insultes un peu polies. Un beau bazar. Arriver à suivre le rythme d'une dispute dans 10%, c'est la validation absolue que votre cerveau a compris comment filtrer l'information. Et pour pratiquer, les sources mentionnent aussi des applis comme Tandem ou HelloTalk. Oui, rien ne vaut la pratique réelle avec des natifs. Mais bon, soyons honnêtes, avec les gens qui nous écoutent, même avec un plan parfait de 30 jours, même avec les applis, même en commençant doucement avec Inner French pour finir sur des grosses disputes dans 10%, il y aura des moments de désespoir profond. Ah ça oui. La psychologie, c'est peut-être la partie la plus importante de cette documentation. Il faut préparer les apprenants à la réalité émotionnelle de cet apprentissage. Absolument. La gestion de la frustration est vraiment au cœur du succès. Il est vital de déconstruire un mythe tenace, l'idée que l'apprentissage d'une langue est une ligne droite ascendante et super fluide. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. La réalité ressemble davantage à un encéphalogramme, quoi. Il y aura des plateaux interminables, il y aura des jours où l'on écoutera un audio de 5 minutes pour n'en retenir qu'une bouillie complètement incompréhensible. Et accepter de ne comprendre que 3 mots sur 100, c'est dur. Ce fameux trou de la désillusion.
le moment où on a l'impression d'avoir oublié tout ce qu'on savait. C'est exactement cela. Et pourtant, si on relie cela à une perspective plus large du point de vue des neurosciences, cette frustration intense n'est pas un recul. C'est quoi alors? C'est le signal d'alarme que le cerveau est en train de sortir de sa zone de confort. Si vous comprenez 100% d'un audio sans aucun effort, c'est agréable pour l'ego, mais cognitivement parlant, vous n'apprenez plus rien. L'apprentissage se situe précisément dans cette zone d'inconfort, dans ce frottement. C'est pour ça que la documentation insiste lourdement sur la nécessité vitale de célébrer les micro-victoires. Oui, vraiment. L'apprentissage conscient, tu sais, l'effort actif de traduction, ce n'est que la surface de l'eau. Ce que l'apprenant ne voit pas, c'est le travail phénoménal de l'apprentissage inconscient. Le cerveau travaille tout seul. La plasticité cérébrale opère en arrière-plan, souvent pendant qu'on dort. Le simple fait d'avoir exposé son cerveau à la mélodie de la langue pendant 20 minutes permet d'enregistrer des schémas, de repérer la fréquence de certains mots sans même s'en rendre compte. Donc, repérer qu'un collègue a utilisé l'expression « c'est intéressant » avec ce fameux ton plat et traînant dont on parlait, et comprendre son ironie sans avoir besoin de traduire dans sa tête, ce n'est pas juste cool, c'est un véritable triomphe neurologique qu'il faut savourer. L'objectif, c'est l'adaptation. Et l'adaptation demande une patience infinie et surtout une immense bienveillance envers soi-même. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? Si on rassemble toutes les pièces de ce fascinant puzzle documentaire, on réalise que maîtriser ce français de la vraie vie, ce n'est pas une question de QI ou de don naturel pour les langues. Pas du tout. C'est un exercice d'humilité. C'est accepter de s'exposer quotidiennement au bruit, même quand l'inconfort est vraiment palpable. C'est accepter d'abandonner le confort super rigide de la partition scolaire pour avoir le droit de monter sur scène et de jouer, même maladroitement au début, avec les autres. Et surtout, c'est le courage profond d'accepter l'imperfection pour pouvoir enfin créer une vraie connexion humaine. C'est joliment dit. Merci. Et cela m'amène à une dernière réflexion, un peu pour boucler la boucle avec notre point de départ. Je t'écoute. Si la clé absolue de la fluidité dans une langue étrangère, le secret pour survivre dans ce fameux club de jazz chaotique, c'est de renoncer au contrôle total, d'abandonner ce besoin obsessionnel de comprendre chaque mot à 100% et de faire confiance au contexte, on est en droit de se poser une question beaucoup plus large. Dans quels autres aspects de notre existence est-ce que notre besoin compulsif de perfectionnisme nous empêche d'atteindre une véritable fluidité ? C'est une excellente question. Que se passerait-il si, dans l'évolution de nos carrières, ou plus intimement dans nos relations complexes avec les autres, on s'autorisait enfin à ne capter que l'essentiel, à écouter la mélodie générale d'une personne ou d'une situation sans paniquer face aux ondes d'ombre, au bruit et à l'inconnu. Peut-être que la vie, tout comme ce francier brut et imprévisible de la rue, n'est tout simplement pas faite pour être analysée à la loupe de manière clinique. Peut-être qu'elle est faite, avant tout, pour être vécue en mouvement. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et gardez les oreilles grandes ouvertes.